Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Salut à toi et bienvenue dans cet épisode anniversaire du podcast Les Investisseurs 4.0. Voilà, on y arrive, le podcast a déjà 1 an. Ça fait exactement 1 an que j'ai lancé ce projet de podcast. Et après 54 épisodes et autant de rendez-vous hebdomadaires, je me suis dit qu'il était temps de faire une petite pause sur la programmation habituelle et de se gratifier d'une petite célébration pour retracer les moments forts de cette année incroyable. Et pour marquer le coup, on a la chance de retrouver certains des invités les plus emblématiques de cette année de podcast qui nous ont fait le plaisir de prendre part aux festivités. Je leur ai posé 3 questions sur eux-mêmes et leur parcours. Quelle a été ta plus belle erreur ? Qu'est-ce que tu aimerais dire à la version plus jeune de toi-même qui s'apprête à se lancer ? Et quel est l'outil ou la ressource dont tu ne peux te passer aujourd'hui ? Et tu verras que les réponses sont très intéressantes et divergentes selon leur vécu et la discipline de l'invité. On a affaire à des entrepreneurs, investisseurs, coachs ou bien même chefs de famille, investisseurs à titre personnel. C'est un peu à l'image du podcast d'ailleurs qui est très divers sur les sujets abordés, mais toujours avec un même objectif, trouver les astuces et les méthodes pour construire un patrimoine efficacement quand on fait face aux responsabilités professionnelles, familiales. Alors au cours de cet épisode un peu spécial, je te propose de rentrer dans les coulisses de certains épisodes, de revenir sur les rencontres qui ont donné naissance, les anecdotes sur les conversations, les enregistrements et les apprentissages aussi qui sont ressortis de ces épisodes. Quand j'ai commencé le podcast, je m'étais fixé l'objectif de proposer des épisodes de qualité pendant 1 an sans m'arrêter. Voilà, c'est chose faite, mais je m'attendais pas à ce que le podcast crée un tel engouement en fait, pour être tout à fait honnête avec toi, et qui fédère autour de lui une communauté aussi engagée d'investisseurs qui sont aussi motivés aussi à prendre leurs finances en main pour dégager des revenus passifs et récurrents. Et sur la saison 2, je peux déjà t'annoncer que la programmation va sûrement te plaire avec ton aide pour faire connaître le podcast et pour faire grandir son influence. Je pense qu'on aura l'occasion de discuter avec des gens de plus en plus infiltrés dans les rouages et les mécanismes de la création de patrimoine. Tu peux compter en tout cas sur moi pour continuer à aller frapper aux bonnes portes. Et si tu as des invités à me proposer, n'hésite pas. D'ailleurs, au passage, je passe un coucou à Elise qui m'a motivé récemment à aller chercher un gros poisson, donc affaire à suivre, voir si on arrive à l'avoir sur le podcast. Voilà, écoute, j'espère que tu apprécieras ce podcast anniversaire. Reste comme tu es, continue à t'interroger, à questionner les méthodes, les astuces qui sont décrites par les invités. Reste curieux, audacieux, c'est la meilleure façon de te former, de prendre les bonnes décisions. Et moi, je serai là pour t'aider sur cette quête du revenu passif au travers des invités qu'on va recevoir. Bon anniversaire les investisseurs 4.0 et merci encore infiniment pour tes commentaires 5 étoiles éloquents, tes messages d'encouragement qui me donnent chaque semaine la motivation pour continuer à te proposer du contenu de qualité. Enfin, s'ils ne sont pas mentionnés sur cet épisode, je tenais à remercier particulièrement tous les invités du podcast sur cette première année. Votre contribution a été déterminante pour la construction du podcast et pour son succès. Donc merci beaucoup pour votre confiance. Allez, sur ce, on retrouve nos invités surprises. C'est parti. Hello, je m'appelle Claire Vitou et je suis coach en organisation et en gestion du temps. J'accompagne les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs pour les aider à trouver leur organisation idéale, leur équilibre entre pro et perso et atteindre leurs objectifs en toute sérénité. Je suis aussi derrière le podcast Bye Bye Procrastination que tu peux trouver sur toutes les plateformes d'écoute. Ma plus belle erreur, c'est probablement d'avoir attendu d'être à bout avant de quitter mon dernier poste salarié il y a presque 4 ans. Ça faisait 2 ans que je travaillais pour cette entreprise après avoir fait des études en ligne droite, travaillé dès le lendemain de mon diplôme. Et pourtant, ça faisait un moment que je m'ennuyais dans ce que je faisais, que je sentais que j'aurais dû être ailleurs. Mon erreur, ça aura été d'attendre d'être poussée dans mes retranchements pour prendre la décision de partir pour monter mon propre business. J'ai eu une éducation où la sécurité financière et la stabilité étaient très importantes. Et du coup, quitter mon poste, c'était un peu un saut dans le vide. Et c'est sans doute ce qui a fait que j'ai attendu aussi longtemps. Mais ce que j'en tire comme leçon aujourd'hui, c'est que je peux faire confiance à mon instinct. Quand je sens que ça va pas, c'est maintenant beaucoup plus facile pour moi d'envisager de faire des changements, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. J'ai toujours de l'appréhension quand je dois faire des grands changements, mais plus je le fais et plus ça devient facile.
Si je devais dire quelque chose à la version plus jeune de moi-même, je pense que je lui dirais de commencer dès le début à s'entourer et à bien s'entourer. C'est un truc qui peut paraître super logique, mais ça l'était pas du tout pour moi au début de mon aventure d'entrepreneur. J'avais pas d'entrepreneur dans mon entourage et j'ai mis longtemps à comprendre que je pouvais choisir de m'entourer de personnes qui avaient une vie qui ressemblait à la mienne. Aujourd'hui, j'ai évidemment gardé mon cercle amical des débuts, mais j'ai aussi rencontré beaucoup d'entrepreneurs inspirants, de personnes passionnées par leur métier, de gens avec des projets fous et ambitieux que j'admire énormément. Paco, il m'a demandé ce que c'était l'outil et la ressource dont je pouvais pas me passer aujourd'hui, et je pense que c'est le genre de question qu'il faudrait en fait me poser tous les 6 mois parce que mes outils indispensables évoluent beaucoup en fonction de mes besoins et de mon business. Mais je voulais quand même partager 2 choses avec vous aujourd'hui. Le premier outil dont je peux plus me passer, c'est Notion. Notion, c'est un outil d'organisation qui permet de structurer une grande quantité d'informations. C'est vraiment le centre névralgique de mon business. C'est sur Notion que je fais le suivi de mes coachings, que je mets en place tous mes process, que je stocke toutes mes ressources que j'utilise au quotidien. Et c'est aussi sur Notion que je gère toute ma création de contenu, comme les épisodes de mon podcast Bye Bye Procrastination par exemple. Le deuxième truc qui est indispensable pour moi ces derniers temps, c'est ni un outil ni une ressource, mais plutôt une technique super simple et pourtant super puissante pour éviter de procrastiner. Ça s'appelle la règle des 5 secondes. C'est une règle qui a été découverte, entre guillemets, par Mel Robbins, qui a écrit un livre sur le sujet. Le principe est super simple. À partir du moment où tu penses à un truc que tu devrais faire et que tu pourrais être tenté de procrastiner, tu lances un compte à rebours en partant de 5 et tu agis avant de commencer à réfléchir. C'est super simple, mais quand ça devient une discipline, quand ça devient systématique, ça a vraiment un pouvoir extraordinaire. D'ailleurs, j'en parle dans le dernier épisode de mon podcast. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup Paco pour cette nouvelle invitation. Je suis ravie de pouvoir être de nouveau dans ce podcast. Et si vous avez envie de booster votre organisation avec des conseils super concrets, on se retrouve sur mon podcast Bye Bye Procrastination. Ouais, un super podcast Bye Bye Procrastination. S'il n'est pas encore dans ta playlist des podcasts, je te conseille d'y aller, d'écouter plein d'actions, de choses actionnables sur l'organisation, la productivité. C'est très clair et facile, du moins très clair à mettre en place. Intéressant la notion de peur de l'échec que mentionne Claire en fait. C'est une chose qui me parle pas mal parce que c'est vrai que je suis salarié donc j'ai quand même une certaine stabilité financière, mais j'ai pas hésité à souvent changer de poste ou changer de carrière à peu près, enfin tous les 4-5 ans j'ai changé de poste, dont à l'international notamment. Et je me suis rendu compte que même si en fait en termes de promotion dans le sein d'une même boîte tu peux passer derrière finalement quand tu fais ce genre de choses, parce que tout simplement t'es moins dans la politique, moins dans le copinage entre guillemets, les gens peut-être te voient un peu moins, mais c'est quelque chose qui m'a permis beaucoup d'avancer, de grandir, de prendre du recul sur les choses aussi. Et c'est intéressant ce que dit Claire ici, que plus tu fais ce genre de changement en fait, et plus ça devient facile en fait, plus l'appréhension devient gérable. C'est quelque chose que j'ai aussi senti, et je trouve que c'est vraiment un super enseignement de pas hésiter à se lancer pour que justement ces changements deviennent de plus en plus dans notre habitude, deviennent de plus en plus gérables, et on puisse les apprivoiser quoi. Intéressant aussi la notion de réseau, de Claire aussi. Tout commence par là, et une conversation, une rencontre, ça peut vraiment mener à des choses incroyables, et je crois que le podcast en est aussi le témoin, donc c'est un conseil vraiment très, très, très utile. D'ailleurs ça me rappelle un épisode avec Tony Jazz sur le réseau, je crois que c'est l'épisode 47, qui est super, et qui parle d'un réseau comme quelque chose vraiment de vivant qui s'étend et que tu peux nourrir, donc c'est top. Bonjour, je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1995. Je suis titulaire d'un magistère de droit des activités économiques de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d'un DESS de droit bancaire et financier. Et je suis expert en investissement immobilier et fiscalité immobilière. Ma plus grande erreur en tant qu'investisseur immobilier a été de me focaliser sur la fiscalité il y a une quinzaine d'années de cela, au lieu de m'intéresser à la fois à la fiscalité mais également à la rentabilité et à la pérennité de mon investissement. J'avais donc à l'époque acheté une loi dite d'Eurobien, qui était la plus mauvaise loi fiscale, franchement, le cellier étant nettement meilleur à l'époque actuelle, mais néanmoins, l'investisseur immobilier marche sur 2 jambes, et il doit s'intéresser à la fois à la fiscalité, mais également à la rentabilité. Se focaliser sur l'un ou l'autre de ces aspects est vraiment une grosse erreur.
S'agissant de ce que j'aimerais dire à la version plus jeune de moi-même, c'est tout simplement de commencer à investir plus tôt et de se renseigner également et de se former. À l'heure actuelle, on a une chance immense, celle de disposer sur Internet de l'ensemble des ressources à portée de clic pour faire les bonnes choses. On peut également faire appel à des professionnels extrêmement simplement par Internet, avec une accessibilité beaucoup plus grande qu'avant. Donc voilà, le plus important aujourd'hui, ça serait de dire formez-vous, faites-vous conseiller par des pros, et ça grâce à la facilité qu'offre Internet. S'agissant de l'outil ou de la ressource que j'utilise le plus et dont je me passerai difficilement, c'est bien évidemment Internet, mais au-delà de ça, ça va être un outil de calcul de rentabilité pour mes investissements immobiliers, outil qui intègre la fiscalité personnelle et immobilière, parce que en réalité, je vois nombre d'investisseurs qui croient faire de bonnes affaires, mais qui, ne sachant pas comment calculer les conséquences fiscales de leur choix d'investissement, vont faire des erreurs, et de l'investissement, ça se fait avec des prêts sur 15, 20, 25 ans, et il est difficile de rattraper des grosses erreurs qu'on peut commettre dès l'origine. Donc l'outil pour moi indispensable, c'est un outil de calcul intégrant non seulement la rentabilité nette avant impôt, mais également la fiscalité qui découlera des investissements. Voilà, j'espère avoir le plaisir de revenir sur le podcast Les Investisseurs 4.0 de Paco, et je vous dis à bientôt. Dimitri est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a un profil vraiment atypique de formation avocat, qui n'a pas hésité à aller voir d'autres cercles que ceux que sa profession pouvait peut-être lui indiquer, et qui n'a pas hésité à aller dans la mêlée avec les infopreneurs, les investisseurs, et c'est quelqu'un vraiment dynamique, et tu vois, t'as s'entend l'enthousiasme avec lequel il partage les connaissances et puis ses propres investissements. Donc c'est un profil qui, je trouve, très intéressant, et c'est pour ça que j'étais très content d'avoir sur le podcast. Alors l'erreur dont il parle, c'est vraiment qu'on entend souvent, c'est le fait de se focaliser trop sur la fiscalité. Et ça, c'est vrai que le classique, c'est vraiment le Pinel que tout le monde a essayé appris et que tout le monde regrette. Mais au final, j'entends dans tous les regrets des gens qui passent et qui disent qu'ils ont fait du Pinel que ça les a quand même amenés à investir dans l'immobilier, et que finalement, ils n'auraient peut-être pas mis le pied dedans s'ils n'avaient pas fait ce Pinel. La ressource dont Dimitri parle là, je crois que c'est Rendement Locatif, si je ne m'abuse, qui a changé de nom et qui s'appelle Horiz.io. Les liens sont dans l'épisode, dans les notes de cet épisode. C'est un bon outil, ouais, clairement, pour calculer ton rendement en fonction de ta situation propre et de la fiscalité qui s'applique à toi. Hello, bonjour à tous. Écoutez, je me présente, Sébastien Marcus. Je suis investisseur, marchand de biens et maître d'œuvre d'exécution. Donc j'ai fait un podcast dans les premiers avec Paco, qui était super. Et d'ailleurs, j'ai eu énormément de retours positifs sur mon parcours et le fait que on n'est pas là pour mentir, et c'est dur, et il y a plein de choses à faire. Donc j'ai vraiment apprécié. Et d'ailleurs, j'ai continué derrière plusieurs interviews que je refusais à l'époque. Donc voilà, c'est plutôt cool. Quelle a été ma plus belle erreur? J'aime bien ce mot, belle erreur. Je pense que c'est de vouloir plaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'à force de vouloir plaire à tout le monde, je me suis éparpillé, et j'ai voulu me disperser au lieu de me focus sur ce que je sais faire et ce qui plaît à un certain nombre de personnes. Et donc en fait, plus j'ai réduit ça, et j'ai réduit du coup mes offres, ce que je faisais, que ce soit en marchand, que ce soit en maîtrise d'œuvre, que ce soit via le cercle MDB, mais en fait, il faut savoir parler à sa communauté, aux gens qui sont en phase avec ce que tu fais, et de savoir écarter le reste, parce que ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie, et du coup, tu n'es pas 100% efficient. Ensuite, si je devais, qu'est-ce que j'aimerais dire à la version plus jeune de moi-même? Alors, désolé, j'ai pas les chevilles qui enflent quand je dis ça, mais c'est pas parce qu'on est talentueux qu'il faut s'arrêter de travailler. Parce qu'en fait, quand moi j'ai toujours eu de la chance, on va dire, pour très vite comprendre les choses, etc. Et je suis resté très vite dans une zone de confort.
et je n'en suis pas sorti. Je suis resté dans mon train de vie normal, à gagner relativement ma vie, bien ma vie, enfin, on met le curseur où on veut, mais et dans un train-train quotidien. Et en fait, quand j'ai décidé de retravailler sur moi-même, de retravailler sur mes objectifs, etc., j'ai accéléré grandement. Et en fait, on se rend compte que c'est pas parce qu'on est talentueux que ça suffit. Il faut beaucoup de travail derrière. Et souvent, quand on est talentueux, on reste dans notre zone de confort, on n'avance plus. Et ça, c'est comme ça qu'on s'enferme souvent dans une rat race inversée. Donc voilà, si je devais me parler à moi, 18 ans, c'est pas parce que tu sors de l'école ou que ça se passe bien à l'école qu'il faut arrêter de travailler derrière et rester dans ce que tu as appris. Sors de cette zone et avance. Aujourd'hui, qu'est-ce que je devrais garder comme outil pour réaliser mes objectifs? J'en ai deux qui sont liés, donc je vais sortir un peu du cadre, mais c'est d'abord la roadmap pour avoir une vraie vision à 3 ans. Donc ça, moi, je fonctionne avec MindNode, qui me permet vraiment de tout poser les choses pour, en fait, encore une fois, mettre le GPS et pas me tromper dans mes décisions. Mais en face de ça, il y a un truc qui est nécessaire à côté de ça, c'est d'avoir un agenda qui soit sur Outlook, qui soit sur Gmail, qui soit où vous voulez. Il est primordial de planifier les choses, même planifier les choses importantes pour vous, c'est-à-dire que ce soit être avec vos enfants, que ce soit partir en vacances, etc. C'est pas que le travail, hein. Mais en tout cas, quand on veut avancer et qu'on veut que ça aille vite, sans mettre autant d'efforts que certains, parce que les gens qui sont dispersés mettent de l'effort qui n'a que peu de résultats généralement, tandis que les gens bien organisés, en fait, ils avancent vite avec moins d'efforts. Et depuis que j'ai fait ça, moi, je l'ai mis en place dès mes premières années de travail en tant qu'ingénieur bâtiment, et j'ai réussi à avancer vite grâce à ça. J'en suis persuadé, c'est-à-dire qu'on peut travailler moins en étant mieux organisé du coup et être plus efficient. Donc voilà, c'est d'avoir un agenda, enfin d'avoir un GPS bien réglé et un agenda au top. Donc moi, pour moi, c'est MindNode et Outlook derrière qui sont mes outils primordiaux. Voilà, écoutez, à très bientôt. Ciao, ciao. Seb Marcus, c'est quelqu'un qui me donne une énorme énergie quand je l'entends dans ses péripéties, sur ses stories Insta notamment, et quelqu'un qui a vraiment un profil qui te fait penser à vraiment un bulldozer inarrêtable. Alors je sais que c'est pas le cas, hein, et je lui ai pas dit, mais tu vois, c'est l'idée que en s'organisant et en mettant en place les choses, en ayant un process et en allant au bout de ce qu'on a dit qu'on ferait, et ben en fait on développe des trucs incroyables. Et c'est ça vraiment l'essence qui m'est ressortie dans cet entretien avec Seb. Je le remercie d'avoir participé d'ailleurs. Et c'est ce conseil qu'il a on peut pas plaire à tout le monde, c'est peut-être vraiment un des conseils les plus sous-estimés parce que ça paraît très simple, mais on se perd constamment tous les jours à vouloir contenter les autres, en fait, de façon consciente ou inconsciente, et ça peut être une faiblesse, et donc il faut s'y atteler, quoi. J'ai eu des retours intéressants sur l'entretien de Seb, des gens qui se disaient vraiment impressionnés. Il y avait même des rendez-vous familiaux avec ses rendez-vous pro pour se penser à aller faire des activités avec ses enfants. Et en fait, mais en fait c'est complètement ça, tu vois. C'est le process avant tout. On fait confiance au process, on met en place les choses. Et pourquoi différencier le pro du perso, ça reste dans ta vie, tu vois. C'est des trucs aussi qui changent un peu dans la façon de penser de ce qu'on entend un peu à droite ou à gauche. Et son profil de père de famille, investisseur, entrepreneur, qui va à 1000 à l'heure sur tous ses projets, c'est vraiment super inspirant. Donc vraiment, j'étais content de l'avoir sur le podcast. L'outil dont il parle aussi, c'est un truc il faut que je regarde un peu plus près, parce que ça s'appelle MindNode. C'est en fait un logiciel, une application qui te permet de mettre en place tes objectifs. Et tu l'as peut-être écouté sur une story fin d'année dernière, quand il présentait, ou au début de cette année en fait, où il présentait ses objectifs pour cette année, et il utilisait MindNode, et c'était super détaillé, super précis. Et si tu peux, je sais pas s'il est encore disponible sur son profil Insta, mais je te conseille d'aller jeter un œil, c'est impressionnant. Et si tu arrives à avoir ce même level, eh ben écoute, tu seras bien, je pense. Bonjour, alors je m'appelle Julien Delagrandane, j'ai 40 ans et je suis un investisseur depuis de nombreuses années. J'atteins aujourd'hui une certaine indépendance financière. Comme je le dis, ça m'a pas pris 6 mois, ça m'a plutôt pris 10 à 15 ans. Donc si j'ai été interviewé par Paco sur le premier épisode, c'est parce que je suis notamment connu par mes livres d'investissement, même si j'ai un blog et une chaîne YouTube à côté. J'ai d'abord été connu par mes livres d'investissement sur la bourse, l'immobilier, un petit peu l'entrepreneuriat. Et puis j'ai une spécificité, pas avoir été monogame dans mes stratégies, c'est-à-dire que j'ai plutôt fait dans la polygamie, en faisant à la fois de l'immobilier, de la bourse, un petit peu d'entrepreneuriat avec mes side business.
Et donc sur l'épisode qu'on a enregistré avec Paco, j'avoue que j'étais un peu frileux au départ parce que c'était ma première expérience de podcast. J'en avais jamais fait avant, j'avais jamais été interviewé en direct. Et en tant qu'auteur de livre, je suis peut-être plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Donc j'étais pas forcément très tranquille avant l'enregistrement. Mais finalement, quand j'ai vu ce que ça a donné, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et j'ai eu d'excellents retours de ma communauté. Apparemment, l'épisode a en plus bien marché, donc ça m'a peut-être aussi fait connaître. Donc, une expérience très positive et très enrichissante. Alors, sur la première question, quelle a été ma première erreur ? Le problème un peu d'être multicasquette, c'est que j'hésite entre prendre une erreur dans l'immobilier ou dans la bourse. Justement, je suis revenu cette semaine sur les traces de mon premier investissement immobilier que j'ai fait il y a un peu plus d'une décennie. C'est vrai qu'il y a plein de petites erreurs, mais finalement, globalement, sur l'image globale, c'est plutôt une réussite. Donc, je vais pas prendre l'immobilier et pour ma plus grosse erreur, je vais plutôt partir sur la bourse. Donc, sur la bourse, il y a une phrase de Warren Buffett, dont je dois concéder être plutôt fan, qui dit la diversification préserve la richesse, mais c'est la concentration qui crée la richesse et qui la construit. Alors, sauf que cette phrase, elle est un peu piégeuse et moi, elle m'a piégé. C'est-à-dire quand on achète une action en bourse, faut pas voir ça comme du casino. J'aime pas la bourse qui clignote avec les chiffres qui changent et qu'on regarde à la seconde. Faut en gros raisonner comme si on achetait une entreprise entière. Une action, c'est une part d'une entreprise. Vous achetez une action quand vous considérez que son prix est intéressant par rapport à la valeur du business, un peu comme si vous achetiez un appartement à moins 20% par rapport à sa valeur. Alors, faut être prêt quand on achète à renforcer à la baisse. C'est-à-dire, si vous achetez un appartement à moins 20% et puis que un mois après, on vous propose le même appartement à côté à moins 40%, faut être prêt à le racheter, si les choses n'ont pas changé. Donc moi, j'étais prêt à renforcer à la baisse, je raisonnais bien en investisseur qui achète des entreprises. Par contre, cette concentration a une limite, c'est-à-dire qu'il faut quand même se donner un montant maximal sur une action, sur une entreprise donnée, au-delà duquel on ne renforce plus. Parce que si on s'est trompé dans notre analyse, en fait, on va renforcer à l'infini à la baisse, et puis on va accompagner l'entreprise et l'action jusqu'à sa faillite. Donc moi, j'ai fait cette erreur et je l'ai même fait 2 fois où j'ai trop renforcé à la baisse et je m'étais trompé sur mon analyse. Et du coup, avec des entreprises qui ont fait faillite, j'ai perdu 2 fois 25 000 euros dans l'histoire à peu près. Alors ça fait 50 000 euros en tout, mais si on prend en plus la valorisation du portefeuille qui s'est faite derrière, où il a été multiplié par 2,5, voilà, c'est peut-être 125 000 euros qui ont été en coût d'opportunité envolés. Donc depuis, je me mets une limite de montant. Alors je conseille même de la mettre en multiple de salaire pour renforcer à la baisse. Et au-delà, on arrête. Et puis c'était 2 entreprises d'ailleurs qui étaient dans le retail, donc la vente, les chaînes de magasins, pour 2 raisons différentes. Une pour une croissance que je pensais qu'il était décotée, et l'autre pour la valeur cachée dans l'immobilier. Mais j'investis plus du coup dans le retail. Je trouve que c'est trop dur à analyser, ça change trop. Donc voilà ce que j'ai tiré de cette erreur. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire à la version plus jeune de moi ? Peut-être de moins raisonner en séquentiel et dès le début de partir sur plusieurs choses à la fois. Un peu la technique des cannes à pêche que j'ai fait après avec à la fois la bourse, l'immobilier, les side business avec mes livres. Et n'oublie pas aussi les choses à côté des investissements. Voilà, côté vie personnelle, parfois j'ai pensé que les choses allaient venir toutes seules. J'aurais peut-être aussi pu provoquer un peu plus la chance, comme je l'ai fait pour mes investissements de ce côté-là. Donc en gros, peut-être d'avoir été multipolaire plus tôt, j'aurais gagné du temps. Et enfin, 3e question, la ressource dont je ne pourrais me passer aujourd'hui. Alors, je dirais d'abord le forum des investisseurs heureux. Donc l'URL est un peu putaclic, ça va être devenir-rentier.fr. Mais c'est un forum où le niveau, on dirait intellectuel, de débat intellectuel et de pertinence est largement au-delà des forums un peu grand public comme Boursorama. Même si ça a peut-être baissé un petit peu depuis qu'il est un peu plus connu par rapport à une époque où il y a 5 à 10 ans où il était plus confidentiel, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant. J'y vais au moins tous les 2 jours pour me challenger, et puis j'en ai une utilité aussi pour ne pas être largué, suivre ce qui change, parce que dès qu'il y a un truc qui change, il y a un intervenant qui l'indique, et puis il y a un débat qui s'ensuit. Donc par exemple, le dernier exemple en date, les nouveaux DPE en immobilier, il y a eu des choses intéressantes là-dessus. Et la 2e ressource dont je pourrais pas me passer, c'est les livres en anglais, puisque là c'est pas une utilité pour être au courant de l'immédiateté, mais c'est parce que pour moi c'est un créateur d'opportunités. 2 exemples, j'ai lu par exemple récemment le livre The Psychology of Money de Morgan Housel, donc il est qu'en anglais.
ça m'a inspiré pour faire pas mal d'articles de mon blog ou de vidéos YouTube. Pareil, si je ne lisais pas des livres en anglais, j'aurais pas eu l'opportunité de contacter Jacob Taylor et d'écrire mon dernier livre, L'allocateur rebelle, là, qui est un roman financier où un jeune actif rencontre son mentor inspiré de Warren Buffett. Alors, même si c'est mon livre que je vends le moins, entre guillemets, c'est quand même par le contenu un de mes préférés, et sans cette lecture de livre en anglais, j'aurais jamais créé cette opportunité. Donc voilà les deux ressources dont je ne pourrais plus me passer. Le forum des investisseurs heureux, plus pour me tenir au courant, me challenger intellectuellement sur l'investissement, débattre. Et puis les livres en anglais, j'en lis 1 à 2 par mois, toujours, même aujourd'hui, pour réfléchir, pour avoir des idées, pour prendre un peu de hauteur de vue sur des choses, et puis m'inspirer moi-même pour mes créations et mon propre contenu. J'ai été assez surpris et très honoré que Julien accepte de participer sur le podcast. J'ai voulu inviter Julien parce que ce qui m'a attiré, c'était vraiment son expérience réelle dans les différentes piliers, dans les différents actifs dans lesquels il investit, immobilier, bourse, puis dans l'entrepreneuriat, le side business. C'est vraiment quelqu'un qui a vécu ce qu'il prêche, et ça, c'est quelque chose qui m'a attiré. Il a aussi une capacité à transmettre les enseignements au travers de ses livres. Mais surtout, il a un côté no bullshit, un peu austère, même si on peut dire les choses par rapport à son contenu. Tu vois, les vidéos YouTube qu'il publie, c'est pas celles qui forcément ont le plus d'attrait d'un point de vue marketing, peut-être sur la vignette. Mais comme j'ai tendance à me méfier des objets qui brillent, c'est vrai que du coup, ça m'attire plus au niveau du contenu, et c'est là que tu vois la force de Julien sur sa capacité à intégrer des notions assez pointues en fait en finance dans son propre portefeuille en tant qu'investisseur individuel, et sa capacité d'utiliser vraiment tous les outils et tous les leviers qui peuvent développer son patrimoine en fait. Dans la bourse, encore une fois, dans l'immobilier, toutes les niches aussi possibles, la diversification vraiment dans tous les types d'exploitation, tous les types de biens, tous les types de régimes fiscaux, même parler même d'utiliser finalement la cotisation à la retraite dont il pourra bénéficier par rapport à son activité salariée. Donc vraiment tout mettre dans la balance au service de son patrimoine, et ça c'est vraiment super passionnant. D'ailleurs, je pense que même si l'épisode était très complet, il va falloir qu'on fasse sûrement une suite avec un autre entretien pour essayer de gratter peut-être quelques aspects, mais c'était vraiment super intéressant, donc je le remercie beaucoup d'avoir participé. Eh bien, salut Paco, salut aux investisseurs 4.0 et bon anniversaire. Donc je suis Jimmy Devassine, j'ai participé au podcast numéro 50 sur la fiscalité des actifs numériques qui sont beaucoup dans l'actualité ces derniers temps, suite aux amendements qui sont en train d'être passés et qui sont passés au niveau de la future loi plan de financement pour 2022. Donc beaucoup de choses en ce moment qui vont peut-être lever des incertitudes, du moins je l'espère. Donc pour me représenter rapidement, j'ai 38 ans, j'ai 3 enfants, et ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je ne fais plus que de la crypto. Avant, j'ai eu un parcours assez complexe, partant de la science, en faisant de la gestion de patrimoine, et maintenant je suis vraiment dans les cryptos. Alors, concernant la première question sur ma plus belle erreur, c'est pas une question facile en fait, parce que j'ai tendance à être quelqu'un qui rebondit facilement. Il suffit de voir mon parcours, et j'ai pas vraiment d'erreur qui m'est marquée au-delà du caractère, je vais dire, humoristique de l'erreur. Non pas que je ne fasse pas d'erreur, hein, je dois sans doute en faire souvent, mais voilà, j'apprends de mes erreurs, et j'en ai pas vraiment d'extraordinaire à raconter comme ça. J'essaye d'être le plus souple possible entre guillemets, et de rebondir face à mes erreurs. Ensuite, ce que j'aimerais dire à la version plus jeune de moi-même, c'est de vraiment croire en ses capacités de rebond. Je vais rester sur le rebond, clairement.
J'ai beaucoup douté en début de carrière de changer d'orientation. Et finalement, je me rends compte qu'avec le temps, ça n'a été que bénéfique. Et là encore maintenant, je me vois bien me tourner uniquement vers la fiscalité, alors qu'il y a encore quelques années, je faisais de la gestion de patrimoine. Donc voilà, ma version plus jeune ne doit pas avoir peur de ces changements et c'est plutôt une force de savoir rebondir. Enfin, quel est l'outil et la ressource dont je ne peux me passer ? Clairement, pour ces derniers mois, c'est Telegram. Hein, je vais faire un peu d'autopromotion vu que je suis modérateur sur le channel Fisca Crypto FR. C'est vrai que je ne peux plus me passer de Telegram. Je suis sur énormément de channels en lien avec les cryptos. J'essaye d'intervenir le plus souvent possible quand la thématique tourne autour de la fiscalité, mais aussi pour glaner des informations ou autres sur l'univers des cryptos. Voilà, j'en ai terminé et encore une fois, bon anniversaire aux investisseurs 4.0. J'ai contacté Jimmy un peu par hasard en fait pour l'épisode. Je faisais la promo d'un autre épisode sur la crypto sur son groupe Telegram dont il est admin en fait. Et je me suis fait envoyer bouler par les membres de sa communauté qui me disaient mais qu'est-ce que tu fais de la promo, de quoi tu parles, etc. Et puis j'ai lancé du coup un peu par hasard l'idée de m'entretenir avec l'administrateur du groupe en fait pour voir s'il y avait éventuellement, parce qu'il y avait beaucoup d'interactions, des échanges dynamiques dans ce groupe. Et Jimmy m'a contacté en me disant que ça l'intéressait de discuter de ce format-là de façon très simple sur la fiscalité en crypto. Donc c'est comme ça que cet épisode est né. Et j'ai beaucoup aimé cet épisode. D'ailleurs, il fait partie des top 5 des épisodes du top 5 des épisodes les plus écoutés. Parce que la fiscalité crypto, j'ai trouvé que c'est un sujet dont peu de gens parlent en fait, qui est assez technique. Et en général, qui dit sujet technique dans la finance personnelle, dit facilité d'enfumage sur les services proposés et dit aussi gros potentiel de vulgarisation pour essayer d'éclaircir les choses. Et tu vois que sur l'épisode d'ailleurs, Jimmy use et abuse de pédagogie pour faire comprendre les concepts de base sur la fiscalité, qui est quelque chose de naissant sur les crypto-actifs. Alors le parcours de Jimmy, j'ai trouvé aussi très très inspirant. Il a une carrière, début de carrière scientifique, migration sur la gestion de patrimoine, et puis après la crypto qui maintenant occupe 100% de son temps. Je trouve que tout ça dans un cadre de famille active avec 3 enfants. Vraiment chapeau l'artiste. Alors je te conseille évidemment le groupe Telegram Fisca Crypto de Jimmy. Et ça me permet de parler des plateformes sur lesquelles chercher l'information, parce que tu as dû t'en rendre compte en fait qu'il y a énormément qu'il y a des plateformes différentes selon les thèmes que tu cherches. J'ai remarqué notamment que moi je suis un gros fervent promoteur du média podcast qui va devenir de plus en plus présent sur le quotidien. Donc il y a des contenus vraiment intéressants sur le podcast, c'est déjà que tu peux choper. Après, si tu t'intéresses plus précisément à la crypto, je pense qu'il faut aller voir Discord, Telegram et Twitter notamment. Twitter, c'est aussi la plateforme pour la bourse la plus courue. Pour ce qui est immobilier, on est plutôt sur des groupes Facebook, YouTube, vidéos YouTube, etc. Même si de plus en plus Telegram apparaît aussi sur ce type-là, mais faut pas hésiter à aller sur plusieurs plateformes. Il y a Twitch aussi qui monte pas mal pour la crypto. Faut pas hésiter, je pense, à aller sur plusieurs plateformes pour avoir accès à la meilleure information en fait. Salut Paco et salut à tous ceux qui te suivent sur tes podcasts. C'est vraiment vraiment sympa ce que tu fais. Donc moi c'est Joe, donc presque 50 ans. Principalement investisseur immobilier avec mon épouse. On a une dizaine de biens et donc j'étais intervenu sur ton podcast et je te remercie de m'avoir laissé cet espace d'expression. Donc je vais prendre tes questions les unes après les autres. Donc la première question que tu m'as demandé de te commenter, c'est quelle était ma plus belle erreur, soit par importance, soit par conséquence. Alors je te dirais que aujourd'hui, depuis quelques années, ce que j'ai pu voir tout de même, c'est l'émergence de tonnes de formations, bien souvent évidemment payantes,
et aussi parfois de mastermind que je qualifierais de privé, avec un ticket d'accès un peu élevé. Et moi, mes principales erreurs depuis quelques années ont été peut-être d'être dans une forme de boulimie d'apprentissage, mais bien souvent je me procurais des formations que j'achetais et pour pas forcément les regarder tout de suite, et parfois elles se retrouvaient un petit peu dans un placard sans même les avoir commencées. Je pense qu'il faut mieux vraiment plutôt cibler ce que l'on veut faire et acheter vraiment la formation qui nous correspond le mieux et la faire à fond jusqu'au plan d'action et à l'action. Donc j'en ai fait quelques-unes évidemment où j'ai vraiment appuyé sur le bouton action, mais certaines sont encore dans mon ordi et j'ai pas forcément l'intention d'y aller finalement. Donc attention à cette boulimie, cette impression que quand on a quelque chose dans son ordi, c'est bon, c'est acquis, c'est atteint, et c'est pas vraiment toujours le cas. Et le paroxysme de cette boulimie que j'ai eu à un moment donné, c'est que une grosse erreur que j'ai faite à l'époque, c'est j'ai voulu rentrer dans un mastermind pour me rapprocher un petit peu d'une forme de mentor qui proposait de rejoindre son mastermind avec un ticket d'entrée assez cher. Je l'ai fait pendant 1 an, j'ai pas renouvelé l'année suivante et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment moi, quoi. Donc l'idée, c'est rester proche de ce que l'on veut faire et vraiment se former, c'est très important, mais formez-vous dans ce que vous êtes en mesure de suivre et d'appliquer ensuite. Ça, c'était pour la plus belle erreur. La deuxième question, c'est qu'est-ce que j'aimerais dire à la version plus jeune de moi-même, celle qui s'apprête à se lancer. Alors là, vaste sujet, j'aurais tellement de choses à lui dire à ce Joe de plus jeune de 30 ans, à l'âge de 20 ans. Déjà, je lui dirais qu'il faut vraiment se rapprocher d'investisseurs et d'entrepreneurs qui en ont déjà, qui sont aguerris, hein, qui ont déjà recueilli le fruit de leurs actions, ou également recueilli leurs fruits de leurs erreurs. Et surtout quand on est jeune et qu'on est prêt à se lancer, ne pas forcément penser que on est plus malin que tout le monde, que les autres sont des, entre guillemets, vieux cons, si j'ose dire. Je crois que ce que j'ai vraiment découvert avec au fil des années, c'est qu'en fait on réinvente pas la roue, on l'améliore, on l'optimise, on la rend plus à sa portée, mais on va pas forcément réinventer, repartir de zéro. Seuls les très très gros entrepreneurs qui créent de toutes pièces quelque chose, un Steve Jobs, un Elon Musk, effectivement on crée des choses de toutes pièces, mais bien souvent quand on est dans la construction d'un patrimoine et l'optimisation un petit peu financière de ces projets, il vaut mieux se rapprocher de personnes qui ont fait des projets et essayer de profiter de leur savoir-faire. Et je dirais également à cette personne, cette version de moi-même plus jeune, de bien penser à faire fructifier tout ce que l'on peut gagner. Alors pas forcément 100%. J'ai tendance souvent à dire que il est fondamental, dès l'instant que vous gagnez quelque chose, que ce soit votre salaire ou vos loyers ou les résultats de vos placements financiers ou boursiers, d'essayer au moins de placer 10% et de faire que 10% de ce que vous percevez reste à vie dans votre patrimoine et permettre de réinvestir sur des actifs qui vont, eux, aller dans le bon sens et vous autoriser de la croissance de patrimoine. Ensuite, la question suivante était quel était l'outil ou la ressource, un logiciel, un média, un livre dont je ne peux plus me passer aujourd'hui. Alors, ma réponse va peut-être vous étonner, mais je pense que la ressource la plus importante, c'est les réseaux sociaux. Et alors, je vais évidemment mettre un bémol ou un point de pondération, parce que je vais le rajouter, utiliser à bon escient. À bon escient, c'est-à-dire pour rencontrer des personnes, pour rejoindre des groupes de pensée qui vont vous faire progresser, qui vont vous faire atteindre des connaissances supplémentaires dans un domaine que vous voulez approfondir. Et éventuellement, évidemment, vous rapprocher de groupes mastermind, alors pas forcément en y mettant des prix fous, mais parfois les groupes mastermind sont complètement gratuits et sont là pour vous. Donc oui, moi je pense que les réseaux sociaux pour moi ont été un vecteur d'accélération de rencontres et de boulimie de positivité qui ont été
incroyables, avec des gens fantastiques à croiser. Alors évidemment, les réseaux sociaux, il y a l'autre pendant, celui que j'exècre le plus, qui me fait pousser des boutons, c'est celui du paraître, c'est celui du futile, c'est celui du débile. Celui-là, je trouve que c'est vraiment la pire des choses. Mais dès l'instant qu'on travaille sur une meilleure version de soi-même, sur son être et non pas sur son paraître, les réseaux sociaux sont une fantastique opportunité de progresser et de rencontrer des gens incroyables. L'autre, c'est pas une ressource en tant que telle, mais moi j'aime bien aussi faire, et je le conseille à tout le monde, de faire un petit point budgétaire, financier, patrimonial régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est au moins tous les 6 mois, et c'est un bon rythme. Peut être tous les trimestres, mais tous les 6 mois. Faire une photographie de votre patrimoine. Alors bon, moi, j'ai pas mal d'immobilier, donc forcément, tous les 6 mois, je réduis de 6 mois d'intérêt les crédits bancaires, et puis parfois j'ai du cash flow, donc ça aussi, c'est venu grossir mes comptes bancaires, mais au moins de s'assurer que vous êtes toujours sur une pente ascendante en termes de patrimoine, et en particulier, là j'utilise un Excel très très basique, une colonne avec le mois où je fais mon pointage, et puis toutes les colonnes c'est tous les 6 mois, et sur les lignes j'ai mes placements financiers, j'ai mes placements immobiliers et tout ce que je peux avoir, donc comme actif. Et ça c'est important parce que finalement ça te donne une bonne ligne directrice, et tu peux t'assurer que tous les 6 mois ton patrimoine grossit. Et comme je dis tout à l'heure dans un des conseils, de garder toujours au minimum 10% de tout ce qu'on gagne tous les mois qui doit toujours rester dans ton patrimoine. Tu dois au moins voir ton patrimoine grossir et croître au fur et à mesure que tu fais ces bilans. Et moi j'avoue que c'est un truc qui me fait plaisir à voir, qu'effectivement j'ai toujours une bonne tendance haussière dans l'ensemble de mon patrimoine avec mon épouse. Voilà Paco, pour te dire un petit peu mes quelques conseils, et merci à toi en fait de m'avoir fait confiance une nouvelle fois, et à très bientôt sur ma page Parents Investisseurs sur Facebook. Allez, au revoir. L'épisode de Joe fait partie des épisodes qui sont les plus écoutés sur le podcast. Il y a eu beaucoup de retours d'auditeurs qui ont apprécié vraiment son côté simple, authentique dans son témoignage. Et c'est vrai que c'est quelque chose que fait partie de ses forces en fait, que j'apprécie beaucoup avec Joe, c'est sa bienveillance, sa sympathie. On le connaît pas et on l'inviterait bien pour un barbecue, prendre une bière et discuter autour du feu, quoi. Donc c'est assez impressionnant cette capacité qu'il a de générer cette sympathie. Mais au-delà de ça, je pense que ses conseils et son expérience en immobilier permettent vraiment de donner du recul et de la perspective par rapport aux gens qui peut-être commencent. Intéressant son commentaire sur la boulimie de formation, avec, c'est vrai, des masterminds qui se sont multipliés et des offres de formation qui n'ont pas toutes le même niveau de contenu. J'ai moi-même été un peu piégé par certaines formations que j'ai prises et puis j'ai un peu regretté. D'ailleurs, on me demande régulièrement quelle formation je recommande pour investir en immobilier. Je suis toujours assez embêté par rapport à ça pour y répondre, parce que je ne dois pas prendre parti pour un ou autre des invités qui parfois offrent des offres de formation. Je pense que ça dépend vraiment de ton ressenti, ça dépend vraiment d'où tu te trouves, de ce dont tu as besoin. C'est sûr que la formation est importante, mais il faut pas y aller de façon comme boulimique, comme dit Joe, et essayer de comprendre vraiment ce dont on a besoin avant d'aller chercher ce qu'il y a en termes de disponible comme offre sur le marché. Parler beaucoup aussi avec des gens qui ont suivi d'autres formations, et puis essayer de voir. Mais il y a tellement d'informations aujourd'hui gratuites sur le net que je pense que la barre, il faut la mettre assez haut en termes d'exigence. Bonjour, je suis Sabrina Métayer, coach et conférencière en équilibre de vie, gestion du temps et productivité. Je suis également diplômée en naturopathie. J'accompagne les entrepreneurs, chefs d'entreprise et leurs structures dans l'équilibre vie perso et vie pro, mais également dans l'équilibre de leur corps et de leur environnement. Via une approche holistique, en fait, je vais mettre en place des solutions pérennes pour harmoniser agenda, lieu de vie, espace de travail, corps et esprit. Je suis ravie de retrouver ce podcast des investisseurs 4.0 pour cette magnifique date d'anniversaire. C'est un podcast qui m'a beaucoup apporté, d'abord parce que c'était une belle rencontre, mais parce que j'ai eu plein de retours suite à la diffusion, d'échanges avec de nouvelles personnes, donc un réseau qui s'agrandit. Et puis j'y apprends moi-même régulièrement plein de choses extrêmement intéressantes, notamment en termes d'investissement.
Alors, quelle a été ma plus belle erreur? Eh bien, celle d'être allée jusqu'au burn-out, de ne pas avoir écouté mes signaux de stress et ceux de mon corps, parce que ça a été pour moi le point de départ d'un revirement professionnel, d'un cheminement personnel et d'un parcours initiatique, et que j'en ai tiré énormément de leçons. Et je pense que je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui si je n'avais pas fait ce burn-out. Ça m'a appris à accepter ce qui était, à ne pas intervenir, en tout cas à comprendre que je ne pouvais pas intervenir sur les éléments extérieurs, mais par contre que j'avais le pouvoir de changer ma manière de les percevoir et donc d'y réagir. Et de fait, justement, j'ai changé ma perception, notamment sur la question du temps, complètement. Et du coup, ça m'a amené aussi à en faire un sujet de prédilection et un sujet d'expertise aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aimerais dire à la version plus jeune de moi-même, celle qui va s'apprêter à se lancer? Eh bien, vas-y, fonce, girl, go. Tout va bien se passer. Tu vas connaître une multitude d'expériences, des succès, des échecs, mais rassure-toi, ce ne sont que des expériences. Elles sont toutes formidables. Crois en toi, sois toi, et surtout, ne laisse personne te dire que tu es soit trop, soit pas assez. Tu es, c'est tout. Voilà. Et enfin, quelle est la ressource ou l'outil dont je ne peux pas me passer aujourd'hui? Eh bien, c'est un livre, L'intelligence spirituelle au cœur du leadership, de Romain Cristofini, qui est juste un ouvrage extraordinaire que j'ai en permanence pratiquement sur moi maintenant. C'est un formidable ouvrage à destination de tous ceux qui veulent être des leaders éclairés et engagés. Ça va nous montrer que le modèle de performance, de management actuel devient obsolète, qu'il épuise autant les hommes que la planète. Et ça va porter des solutions pour se réinventer, pour réinventer les organisations, pour porter un souffle nouveau dans l'entrepreneuriat. Et je trouve ça génial parce que du coup, c'est plein d'énergie, c'est plein d'audace. Il y a des témoignages hyper inspirants. Bon voilà, moi ça me parle et j'espère que ça va parler à beaucoup d'autres personnes. Voilà. Merci encore pour cette invitation et très très bon anniversaire, joyeux anniversaire les investisseurs. Waouh, quelle énergie Sabrina. À chaque fois qu'elle intervient, elle me met la patate vraiment, et je suis très content de l'avoir reçue pour cette raison également. Je trouve que c'est une personne qui rayonne, qui a des choses à dire, qui est toujours dans l'entrain, dans le positif, qui a une histoire aussi très intéressante, personnelle, et que je te laisse redécouvrir peut-être sur l'épisode. Et vraiment, j'étais très content de parler productivité avec elle parce que c'est un sujet central pour l'audience du podcast et pour moi aussi dans mon quotidien. Et elle nous a donné plein de petites astuces qui sont actionnables et avec une énergie, comme tu peux l'entendre, toujours très, très débordante. Il y a notamment la fameuse technique de la bougie pour reprendre sa concentration que j'ai appliquée et qui m'a donné beaucoup de résultats. Donc c'est prouvé, les méthodes dont elle parle. Donc c'est vraiment cool. Merci beaucoup Sabrina. Salut à tous, moi je suis Anthony Poncet, je suis plus connu sur les réseaux sous le nom de Une vie de liberté, où chaque semaine je présente un podcast pour avoir une vie plus libre, que ce soit dans les poches ou dans la tête. J'ai aussi un deuxième podcast qui s'appelle Les Gentlemen Investisseurs, en compagnie de mon acolyte Yann, qui sort tous les vendredis, où là on parle beaucoup plus d'investissement. Et à côté, je suis marchand de biens, lotisseur, investisseur au sens large, pardon. Et je pense que c'est ce qui me définit le mieux. On a fait un podcast ensemble, Paco, il y a maintenant quelques temps, en début d'année, si je dis pas de bêtises. C'était un moment super sympa pour moi, puisque tu vois, ton podcast s'appelle Investisseur 4.0 pour les quarantenaires, et moi j'ai bientôt 40 ans, tu vois, j'ai 40 ans le 30 décembre en fin d'année, donc je vais bientôt rentrer dans cette nouvelle décennie, et j'y rentre avec un grand plaisir, puisque j'ai accompli ce qui était le plus cher pour moi, d'atteindre l'indépendance financière. Et j'ai eu plein de bons retours suite à ce podcast, plein de gens qui m'ont connu grâce à ton podcast, donc je t'en remercie et j'ai beaucoup apprécié cet exercice-là. Alors pour répondre à ce que tu m'as demandé, aux 3 questions que tu m'as posées, quelle a été ma plus belle erreur? Alors, il y a eu plein de choses, j'ai fait plein d'erreurs dans ma carrière, et d'ailleurs c'est ce qui fait que justement on a une carrière bien remplie, une carrière dont on peut apprendre plein de choses. Ce qui compte, si on tombe, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de se relever. On peut poser un genou à terre, mais il faut se relever.
Et la fois où j'ai peut-être posé le plus un genou à terre, c'est pour mon tout premier investissement, qui était un immeuble de 9 appartements, pour lequel j'avais fait confiance à un notable de ma ville, puisque c'est lui qui le vendait. C'est quelqu'un pour qui j'avais pas mal de respect. Et il s'est bien gardé de me montrer tous les appartements. Il m'a vraiment considéré comme un petit, il m'a dit fais-moi confiance. Donc il m'a fait visiter que 2 appartements sur les 9, tu te doutes, les 2 plus jolis. J'ai pas pu visiter tout l'immeuble, pardon. Et voilà, c'est un bien que j'ai payé peut-être trop cher à l'époque, surtout que c'était en 2009 et le marché s'est cassé la figure suite après la crise des subprimes. Donc ça n'a pas été évident. C'est un immeuble que j'ai gardé 12 ans, tu vois, que j'ai revendu cette année. Voilà, c'est un immeuble sur lequel j'ai pas gagné d'argent, mais par contre, j'ai appris énormément, et c'était un peu le sens de ta question. C'est peut-être sur cet immeuble-là que j'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui sur l'immobilier, puisque j'ai absolument tout eu, tous les problèmes que tu peux imaginer, je les ai eus. Et au final, est-ce que c'était pas ma meilleure formation? Et quand on ramène ce que ça m'a coûté au coût par année de détention, finalement, c'était le prix d'une bonne formation, tu vois, et je touche du bois, mais j'ai pas refait d'autres erreurs en immobilier. Qu'est-ce que j'aimerais dire à la version la plus jeune de moi-même, celle qui s'apprête à se lancer, si je pouvais aller le voir? Je lui dirais de continuer à se faire confiance. On a tous en nous cette petite flamme, j'en suis persuadé, cette petite flamme, cette foi qui sait qu'on peut réussir. Voilà, moi je lui dirais à cet Anthony d'il y a quelques années, écoute bien cette petite flamme parce que c'est grâce à elle que tu vas pouvoir réussir, que tu vas pouvoir continuer à investir, que tu vas pouvoir atteindre ton indépendance financière, donc ne la laisse pas passer. Tu me poses la question, quel est l'outil ou la ressource dont je ne peux pas me passer aujourd'hui? Clairement, c'est mon iPhone. Alors, je t'aurais dit mon MacBook aussi, mais vraiment mon iPhone, puisque je peux tout faire avec. J'enregistre mes podcasts avec, je peux enregistrer mes vlogs, je peux gérer ma boutique en ligne, je peux rédiger même mes offres pour acheter des biens immobiliers dessus. Donc vraiment, mon téléphone, je ne peux pas m'en passer. Je peux même m'en servir comme tablette pour lire. Donc vraiment, c'est la ressource incroyable, un smartphone aujourd'hui. C'est complètement fou. C'est un produit qui est complètement incroyable. Et si je devais garder aujourd'hui qu'un outil ou une ressource clé dans la réalisation de mes objectifs aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait ? Vaste question, il me reste peu de temps en plus. Si je devais garder qu'un seul outil, ce serait ma flamme intérieure, tu vois, c'est le plaisir. On va dire que ça serait le plaisir. Une ressource clé, c'est le plaisir. Quand tu fais les choses et que tu t'amuses, quand tu fais les choses et que tu as du plaisir à les faire, que ce soit des podcasts, des opérations immobilières ou un message, tu vois, pour l'anniversaire de ton podcast, on peut pas se tromper. On peut pas se tromper quand on fait les choses par plaisir. Donc, je garderai cette chose-là comme moteur, le plaisir. Je te remercie de l'invitation, Paco. Je te souhaite une longue vie à Investisseur 4.0 et je te dis à très vite. Salut! Que dire? La grande classe, Tony, de Une vie de liberté, que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à recevoir et avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter pendant l'entretien du podcast. Et puis après, on a échangé aussi pas mal sur Instagram. C'est vraiment quelqu'un qui rayonne de bienveillance et de positive attitude. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience sur différentes spécialités aussi, que ce soit le podcast, les ETF, le développement personnel, l'investissement immobilier, bref, beaucoup de cordes à son arc. J'aime beaucoup le conseil de la flamme intérieure, de prendre du plaisir dans les choses que tu fais. Et c'est un super conseil qui m'a permis aussi de tenir la cadence sur ce podcast, en fait, car tu imagines que sur une année entière, c'est pas forcément facile de cumuler, d'enchaîner les épisodes les uns après les autres, surtout que c'est des interviews, donc il faut prévoir d'organiser l'entretien, la discussion, de connaître la personne avant, ce qu'elle fait, effectivement. Et c'est du temps à l'organisation. Mais j'ai compris, à chaque fois que j'avais un coup de mou, un moment de doute, en fait, je me raccrochais à une chose, c'est vraiment le contenu, ce que j'allais apprendre, ce que tu allais apprendre au travers de l'entretien. C'est ça qui m'a donné vraiment la motivation et l'envie de continuer, d'enchaîner. Et c'est pour ça aussi que je m'aventure sur des domaines assez variés sur ce podcast, comme gérer la parentalité, ou bien organiser, améliorer sa productivité, gérer ses repas quotidiens aussi. On a parlé du batch cooking notamment. Donc c'est le sujet des podcasts, en fait, il naît de recherche de réponses à des problèmes que je rencontre moi et que j'imagine que tu rencontres également.
Et donc en m'accrochant à ce plaisir-là de découvrir, d'apprendre auprès des gens qui sont passés par là, c'est ça qui m'a vraiment fait tenir et c'est ça qui me donne la flamme, en plus évidemment de tes retours, mais qui me donne envie de continuer et d'enchaîner sur cette voie-là. Donc c'est un conseil vraiment que j'ai appliqué qui est très intéressant, c'est effectivement de trouver du plaisir dans ce que tu fais, quoi. Bonjour à tous les auditeurs de Paco, je suis Delphine Pinon. Certains d'entre vous m'ont probablement entendu dans l'épisode numéro 30 pour lequel Paco m'avait invité pour parler d'investissement en couple. Je reviens donc. Je suis la créatrice du podcast Richissime, anciennement Budget Chéri, dans lequel je parle d'argent et de mindset de manière simple, décontractée et fun. Mon sujet à moi, c'est les finances personnelles, l'argent, la psychologie de l'argent et la relation à l'argent. J'en ai fait mon métier puisque je suis coach et que j'aide mes clients à gagner, dépenser, économiser et investir leur argent pour que chaque euro compte vraiment et soit utile à la vie qu'ils ont envie de se créer. Et en parallèle, j'investis en immobilier. J'ai créé une activité de sous-location professionnelle. J'ai aussi investi en immobilier locatif, toujours pour de la courte durée. Voilà. Quelle a été la plus grosse erreur, la plus belle erreur que j'ai faite dans ma vie ? J'ai pas l'habitude d'avoir des regrets. Donc c'est vrai que j'ai même du mal à considérer les choses comme des erreurs. J'ai probablement fait plein d'erreurs dans ma vie qui ont blessé des gens. Mais je voudrais parler de mon premier échec entrepreneurial. C'est ce que j'ai le mieux réussi. J'ai créé ma première société à 24 ou 25 ans, je ne sais plus maintenant, et dans le funéraire, très original. Et puis c'est une boîte qui a jamais vraiment décollé. Je sais même pas s'il y a eu un échec parce qu'il y a jamais vraiment eu de décollage, mais ça a été une des plus belles choses qui m'est arrivée et qui m'a évidemment ouvert la voie sur cette idée que c'est ok. En fait, il m'était rien arrivé de grave suite à cet échec et pourtant j'avais perdu pas mal d'argent, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc si j'ai survécu à ça, je me suis dit que je pouvais survivre à plein de choses. Qu'est-ce que j'aimerais dire à la version la plus jeune de moi-même ? J'aimerais dire à la version la plus jeune de moi-même et à tous les jeunes qui peut-être écoutent ce podcast que on peut se créer la vie qu'on veut. Si à l'époque, quand j'étais jeune, on m'avait dit tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Si tu vois quelqu'un à la télé qui a la vie que t'aimerais avoir, tu peux l'avoir aussi. Si quelqu'un fait un métier un peu fou mais que t'aimerais faire, tu peux le faire aussi. Et j'aurais aimé que peut-être les adultes qui m'entouraient à l'époque et aussi la société est faite comme ça, hein, que peut-être les adultes nous limitent moins, que on est inspiré par les gens qui sont autour de nous et quand les adultes autour de nous nous montrent des limites qui sont extrêmement grandes, larges, qui sont lointaines, eh bien forcément ça nous donne envie nous-mêmes d'aller plus loin, d'aller flirter avec ces limites qui sont elles-mêmes très loin, plutôt que quand les adultes qui nous entourent ont une vision peut-être un peu plus étriquée de la vie, peut-être un peu plus métro boulot dodo et qu'on croit qu'effectivement la seule chose qui peut nous arriver de mieux et la meilleure réussite qu'on puisse avoir, c'est d'avoir un beau poste dans une belle entreprise, de gagner plein d'argent et de partir souvent en vacances. Voilà, donc moi j'aurais aimé dire ça à la version la plus jeune de moi-même, j'aurais gagné beaucoup de temps. Et enfin, quel est mon outil indispensable ? Écoutez, mon outil indispensable de développement personnel, c'est le coaching, celui que je reçois parce que je coach des gens et j'ai aussi mes propres coachs. Et je crois que je pourrais plus m'en passer. Je fais des bons et je gagne des années et des années de développement personnel en étant accompagnée. Je découvre des choses extraordinaires sur moi, sur la vie. Ça me fait énormément progresser à titre personnel et ça fait énormément progresser mon business donc de coaching et mon business immobilier aussi d'ailleurs. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment l'outil dont je ne peux plus me passer, c'est d'avoir un coach. Je dis pas que j'en ai un tout le temps. Des fois, je fais des pauses, surtout quand je termine certains programmes ou certains accompagnements. J'ai besoin souvent de faire des pauses. Mais me faire accompagner et investir de l'argent pour travailler avec des coachs en coaching ou sur des programmes préenregistrés parfois ou sur des programmes qui sont délivrés en collectif aussi, c'est tellement, tellement devenu partie intégrante de ma vie que je crois que je pourrais plus imaginer de pas être accompagnée pour faire des bons en avant dans ma vie. Voilà, salut les auditeurs de Paco. Delphine et son podcast à succès richissime, qui s'appelait avant Budget Chéri, fait vraiment partie des gens qui m'ont donné envie de me lancer dans le podcast.
Elle a commencé son podcast donc il y a 1 an avant moi, à peu plus à peu près, et à un moment où il y avait aussi moins de podcasts sur les finances personnelles, donc c'était vraiment une des pionnières dans le domaine. Et j'ai bien accroché son style simple, transparent dont elle présente son activité, ses réussites, ses challenges. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de la voir sur le podcast. Elle a un parcours, je trouve, qui est inspirant parce qu'elle n'hésite pas à se lancer sur des activités vraiment différentes. Un blog, une newsletter, un podcast, programme de formation, et même dans l'immobilier, elle fait du locatif, elle s'est lancée dans la sous-location, ce qui n'est pas un domaine forcément très, très facile. Et elle n'hésite pas à changer de braquet, à adapter le rythme de ses projets à son rythme de vie perso. Son conseil de faire des erreurs le plus tôt possible et de croire qu'on peut créer la vie dont on rêve et sans mener cette vie que la société pourrait nous imposer ou nous indiquer. C'est vraiment un super conseil qui a nourri pas mal de réflexions en moi. Et quand je pense un peu à mon parcours notamment, ça me parle beaucoup parce que j'ai toujours vu l'entrepreneuriat comme avec une sorte de connotation négative depuis le début de mon activité professionnelle. J'ai toujours été salarié en me disant voilà, le salaire c'est une garantie, dans des grosses structures on a un salaire qui tombe régulièrement, on a la sécurité, on a aussi le temps qu'on peut se créer autour si on arrive à se créer du temps, mais on a un salaire, on est bien. Et il y a une transformation qui est en fait en train de s'opérer en moi, et depuis que j'ai lancé le podcast, qui est une activité entrepreneuriale, finalement, cette transformation, elle a commencé à s'opérer, donc ça fait à peu près 1 an. Et ça m'a aussi aidé d'avoir été expatrié, parce que bon, d'un point de vue financier, tu cotises pas à la retraite. J'ai passé 10 ans hors de France, donc j'aurais pas cotisé assez pour bénéficier à plein du régime, donc ça m'a un peu poussé aussi à chercher des revenus passifs, d'où l'idée du podcast et d'où l'idée d'investir également. Je pense que tu en es au même point. Et c'est intéressant parce que on passe en fait d'une vision défensive, en fait, quand on prendra sa retraite, on pourra bénéficier du fruit de son labeur, à une vision un peu plus offensive, qui est la création de revenus alternatifs, qui est moins sûre, mais qui est plus enrichissante d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue de satisfaction finalement. C'est tellement mieux de pouvoir agir sur les choses au lieu d'attendre et d'espérer peut-être anxieusement que certains droits à la retraite ou certaines ressources pourraient ne plus être maintenus. C'est un shift assez fondamental dans la mentalité qui, c'est vrai, est pas forcément facile, pas forcément évident, mais certains épisodes de la vie, dans mon cas ça a été l'expatriation où il y a une sorte de prise de conscience par rapport à ça, et puis le lancement du podcast où j'ai pu voir que finalement je pouvais créer de mes mains quelque chose que d'autres que les rapports et les choses dans mon activité salariée en tant que cadre que j'ai besoin de produire pour ma structure, pour l'entreprise pour laquelle qui m'emploie. Et je sais pas où tu en es, toi qui m'écoutes, dans ce cheminement de pensée en fait, entre la vision, si tu es toujours dans la vision défensive ou tu veux passer à la vision offensive. D'ailleurs ça m'intéresserait si tu as des remarques par rapport à ça, si tu veux partager avec moi, que tu me le dises. Mais ça m'a fait vraiment penser à ça, cette petite phase de Delphine quand elle parle d'entrepreneuriat, et je la remercie pour ça. Bonjour Paco, je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour Zone Bourse. Cela fait maintenant une petite quinzaine d'années, 20 ans que je fais de la bourse. Je te remercie pour le superbe podcast qu'on a fait ensemble, je l'ai réécouté cette semaine. Je pense que pour des gens qui font de l'immobilier, qui font de l'investissement au sens large, qui ne connaissaient pas forcément la bourse, eh bien ça leur permettra peut-être de leur mettre le pied à l'étrier. Et puis je tenais à te remercier toi pour tes questions pertinentes, pour nos échanges, c'était vraiment très agréable. Alors, les questions que tu m'as posées, quelle est ta plus belle erreur ? Eh bien je pense que la plus belle erreur que l'on puisse faire en investissement ou en trading, c'est de s'acharner. Ça va être d'acheter une valeur, de la garder quand elle baisse, et puis on perd 10%, puis on perd 20%, puis on perd 30%, on ne sait plus quoi faire, on perd ses moyens, on n'a plus de plan, on n'a plus de stratégie. Et c'est ainsi qu'on peut se laisser entraîner dans une sorte de spirale infernale. Donc voilà, ma plus belle erreur, je pense, c'est de m'être empêtré dans un scénario et plutôt que de me dire je coupe, je prends ma perte, je passe à autre chose, d'avoir tenu cette perte pendant des semaines, voire des mois, et d'en avoir souffert d'un point de vue portefeuille, mais aussi d'un point de vue moral.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, je le répète, il faut toujours un plan avec un objectif et une invalidation. Si l'idée qu'on a eue ne fonctionne pas, elle est invalidée, on prend sa perte et on passe à autre chose. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la version plus jeune de toi-même, celle qui s'apprête à se lancer ? Investis, mon cher, investis. Einstein disait « La 8e merveille du monde, ce sont les intérêts composés ». Quand on est jeune, souvent, on n'a que 50, 100, 200, 300 euros à mettre de côté dans les premières années de sa vie professionnelle, puisqu'on ne gagne pas encore beaucoup d'argent. Ce qui compte, c'est pas de gagner énormément, mais c'est bien d'épargner. Et cette épargne, de la mettre progressivement dans des investissements immobiliers ou boursiers. Et voilà, si j'avais quelque chose à dire à mon moi-même plus jeune d'il y a 20 ans, eh bien, je lui aurais dit mets 200 euros en bourse tous les mois, achète des ETF ou des grosses actions européennes et laisse courir pendant 20 ans. On en reparlera dans 20 ans. Quel est l'outil dont tu ne peux pas te passer ? Alors écoute, je travaille chez Zone Bourse, donc si je dis Zone Bourse, on va me dire que je vends ma sauce. Simplement, il faut savoir que voilà, Zone Bourse, j'ai commencé ma carrière là-bas il y a 15 ans. C'était déjà un super site internet d'information boursière. Je suis revenu l'année dernière. La société a 20 ans, c'est un des meilleurs sites français. Pour moi, il faut de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale. Sur Zone Bourse, tu peux trouver des fiches valeurs sur 80 000 actions à travers le monde, des graphiques gratuits, le temps réel sur les indices, des fiches valeurs, de l'éducatif. Donc, s'il y avait une ressource aujourd'hui à ne pas manquer pour l'investisseur individuel, c'est le site zonebourse.com. Voilà, je m'arrête là. J'espère que ça te suffira. Je te dis à très bientôt. Au revoir. Alors l'épisode sur la bourse avec Nicolas Chéron, c'est simple, c'est l'épisode qui a le plus marché sur le podcast, celui qui a eu le plus d'écoute à ce jour. C'est vrai que la bourse c'est un sujet très intéressant et qui tient à cœur de beaucoup de gens. Ça aide aussi que Nicolas soit extrêmement expérimenté et extrêmement bon dans l'approche, la façon de décrire les mécanismes de façon claire, limpide et sympathique, hein, comme tu as pu l'écouter. C'est mon premier épisode dédié à la bourse également, parce que moi j'investis assez peu en bourse actuellement, mais c'est surtout parce que j'ai des restrictions par rapport à mon activité professionnelle et qui fait que je peux pas investir aussi librement en bourse. Mais j'ai pris énormément de plaisir, j'ai appris énormément de choses sur cet épisode avec Nicolas en un temps vraiment réduit. Je sais pas comment on a réussi à faire ça, mais c'était vraiment top. L'erreur dont il parle sur cet extrait de s'empêtrer dans un scénario, c'est quelque chose qui me parle beaucoup aussi, que j'ai commise pas mal de fois, notamment sur l'investissement crypto. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on imagine mal. En fait, c'est dû pas mal à mon profil un peu optimiste de nature, où je m'imagine toujours que ça va remonter en fait. Et en fait je me rends compte que ça remonte pas et je me pourris la vie et en fait je me rends compte que le temps que je passe à comprendre pourquoi ça remonte pas, et c'est du temps qui me pourrit en fait la vie déjà, et ensuite c'est du temps que je peux pas consacrer à rechercher d'autres projets, à me lancer sur d'autres choses. Donc il y a un vrai coup d'opportunité en fait pour soi au fait de rester campé, de s'acharner sur une position qui est perdante. Et comme dit Nicolas, si tu peux couper la position, prendre ta perte et aller sur autre chose rapidement, en fait tu vas avancer beaucoup plus vite. Déjà mentalement ça sera plus sympa et puis ça va te faire avancer beaucoup plus rapidement quoi. Donc c'est un super conseil que Nicolas partage ici. Bonjour à tous, je m'appelle Julien Calamotte, je suis investisseur immobilier depuis 2010. J'ai eu la chance de participer au podcast de Paco avec mon épouse sur un des épisodes autour de la préparation et l'anticipation de la retraite via l'immobilier. Donc pour me présenter rapidement, j'ai 36 ans aujourd'hui, donc j'ai commencé assez tôt. J'ai entrepris beaucoup de choses dans ma vie. Je suis toujours entrepreneur, mais je suis aussi salarié à la fois et également marchand de biens, ce qui me permet d'avoir une connaissance assez large du monde de l'investissement immobilier, que ce soit finalement de l'immobilier locatif ou de l'immobilier en tant que résidence secondaire, résidence principale, mais aussi sur la partie achat-revente. J'aime beaucoup le podcast de Paco parce que c'est un podcast qui
qui finalement parle aux gens comme moi, entre 30, 40, 45, 50 ans, qui se posent des questions sur comment investir, de quelle manière le faire au mieux, quel est le bon timing, est-ce qu'on peut concilier une vie professionnelle de salarié avec une vie d'investisseur actif, est-ce qu'on peut concilier plusieurs activités. Donc voilà, je pense que j'en suis le principal témoin. Oui, on peut concilier tout ça, et je trouve que c'est ce qui aussi ressort au travers des différents épisodes qu'on peut écouter sur le podcast des investisseurs 4.0, que je me plais beaucoup à écouter, soit en courant, soit en faisant un peu de sport, soit en voiture, parce que c'est vrai qu'on passe quand même pas mal de temps en voiture. Donc c'est intéressant de s'enrichir de toutes ces expériences, et je n'ai pas loupé un seul épisode, et je compte pas louper non plus un seul des prochains épisodes. J'ai eu d'excellents retours aussi sur l'épisode que j'ai eu l'occasion donc de faire avec Sabrina, mon épouse. Voilà, plein de messages très sympathiques et aussi empathiques. Voilà, donc je remercie tout le monde aussi pour tous ces retours-là. Alors ma plus belle erreur, en dehors du fait de ne pas avoir commencé plus tôt, c'est vraiment un regret qui m'a pesé pendant longtemps, même si maintenant j'ai bien rattrapé le temps perdu, mais ma plus belle erreur, ça serait d'avoir été trop impatient sur pas mal de sujets, et l'impatience en fait pousse à faire quelques erreurs. On est tous impatients quand on veut quelque chose, on le veut vite, voilà, on n'a pas forcément envie d'attendre, et en fait on se rend compte que l'immobilier ça aide aussi finalement à devenir plus patient et à avoir une autre vision du temps, puisque c'est quand même un type d'investissement à inertie. Voilà, et moi sans citer une en particulier, vraiment ma plus belle erreur, c'est juste d'être impatient. Je rajouterais que le timing, certes, c'est essentiel, comme je viens de le dire, mais que ce qui est essentiel aussi, c'est de glaner de l'expérience par ses propres expériences, en prenant ses propres risques, en faisant les choses par soi-même et en apprenant par soi-même. Exit les wannabe gourous d'internet qui veulent vous vendre des formations, etc. Tout ça, c'est du bullshit. Ça peut au minimum et au maximum à la fois vous apporter quelques bases, mais la vraie vérité, ce que vous êtes capable de faire et pas capable de faire, vous le saurez vraiment en essayant par vous-même, et c'est comme ça que vous apprendrez. Je pense que si j'avais quelque chose à dire à la plus jeune version de moi-même, je lui dirais surtout: ne perds pas ton temps, arrête de te focaliser sur des trucs futiles, avance, prends des risques. Si tu tombes, c'est pas grave, tu te relèveras toujours plus fort, tu n'en seras que meilleur, mais fais-le tôt pour ne pas regretter. La ressource dont je ne pourrais pas me passer aujourd'hui, c'est plutôt le livre, puis une application mobile aussi, mais différents livres en fait, mais je lis beaucoup sur des expériences d'entrepreneurs et des expériences d'investisseurs. Voilà, j'aime bien m'enrichir de tout ça, parce que ça donne beaucoup de cas d'usage, et c'est toujours assez concret et illustré. Donc voilà, je préfère ça aux livres trop théoriques. Et puis après, une application que j'utilise au quotidien et qui me facilite bien la vie, puisque elle m'a économisé pas mal de fichiers Excel, s'appelle Finari. Et donc c'est une web app, mais qui va être disponible très rapidement sur iOS et Android aussi, et qui permet vraiment de piloter, de monitorer, de suivre et d'analyser tout son patrimoine à un seul et même endroit. Et quand je dis tout son patrimoine, c'est bien évidemment immobilier, puisque c'est le sujet principal qui nous concerne, mais aussi la crypto, son PEA, de l'art, des montres, ce qu'on veut. Voilà, c'est très très connecté, très très puissant comme outil, et l'équipe est assez réactive. Si aujourd'hui je ne devais garder qu'une seule ressource ou un outil clé dans la réalisation de mes objectifs, je garderais juste ma motivation. Je pense que c'est la clé de n'importe quel être humain. Pour arriver à ses fins, il faut juste être motivé et convaincu qu'on peut y arriver. N'importe quel outil ou ressource ne peut remplacer finalement notre boîte à outils intérieure. Et la motivation, pour moi, c'est vraiment la clé. Alors j'ai invité Julien à participer du podcast parce que j'avais écouté son parcours sur un autre podcast, je crois que c'était Ça fait un bail, et j'ai trouvé que c'était très impressionnant, notamment la facilité avec laquelle, notamment sur cette phase très accélérée d'investissement où il arrive à acheter 10 appartements, 10 biens en l'espace d'un an. Je trouvais ça assez ouf, et j'avais besoin de rencontrer la personne qui avait fait ça.
J'étais content aussi de le recevoir avec sa femme Sabrina, puisque en fait il y a une dynamique de couple qui est intéressante et je pense que vraiment j'apprécie la candeur et la transparence avec lesquelles Julien et Sabrina parlent de leur aventure, de leur rencontre, de leur au quotidien en fait de leurs investissements, les projets qu'ils ont ensemble et comment ils réalisent, ils exécutent ces projets-là pour construire un patrimoine de façon sécurisée en gardant un équilibre vie privée, vie perso, en gardant notamment la situation salariée notamment qui d'un point de vue équilibre aussi mental et donne satisfaction. Moi, je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on n'entend pas assez, qui sont des profils aussi dont on n'entend pas forcément assez. Et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir discuter, de me rendre compte de leur périple. Et je trouvais ça vraiment intéressant, cette vision de l'immobilier long terme aussi. Quand Julien dit qu'il est impatient, tu le comprends dans l'épisode qu'il est impatient, mais c'est avec cette impatience et cette motivation qu'il a réussi aussi ce qu'il a réussi à faire. Donc s'il y arrive, moi ça m'a motivé à me dire que aussi je pourrais y arriver, et toi aussi tu pourrais y arriver. Salut à tous, moi c'est Monsieur TK et donc je suis passé justement récemment dans le podcast qui avait été organisé par les investisseurs 4.0, notamment pour vous parler de minage, masternode et compagnie, donc toutes les façons de créer un revenu passif dans le domaine des crypto-monnaies. Alors, pour la première question, quelle a été ta plus belle erreur, soit par son importance, sa conséquence, soit parce qu'elle t'a apprise? C'est tout simplement d'avoir acheté du Bitcoin sous les 1000 euros et d'avoir vendu une bonne partie de ceci au passage des 10 000 euros. Plus grosse erreur. Et en fait, je pense que j'ai fait cette erreur avec énormément de crypto-monnaies. J'ai eu tendance à vendre mes cryptos, entre guillemets, beaucoup trop tôt. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la version plus jeune de toi, même celle qui s'apprête à se lancer? Alors honnêtement, moi je dirais vraiment de ne pas hésiter, de foncer. Ça a été un de mes gros problèmes également au départ, parce que quand on se lance pour la première fois dans les crypto-monnaies, on pense qu'il peut s'agir d'une arnaque, d'un problème, de quelque chose qui tend à essayer de nous voler notre argent. Et en fait, moi comme je me suis lancé, pour ceux qui ne le savent pas, je me suis lancé avec un ordinateur gamer pour miner les crypto-monnaies. J'aurais dû me lancer beaucoup plus tôt, parce que j'en avais entendu parler plus tôt, mais je m'étais pas intéressé parce que à cette époque-là, je ne pensais qu'aux jeux vidéo et autres. Donc c'est tout simplement de me lancer plus tôt et avec également beaucoup plus de puissance de minage. Donc ne pas hésiter à investir dans du matériel parce que malheureusement pour gagner de l'argent, en tout cas essayer d'en gagner beaucoup, pas essayer d'en gagner beaucoup, mais essayer d'en gagner plus, il faut malheureusement préalablement dépenser de l'argent. C'est-à-dire que hormis quelques très rares cas où il est possible de gagner et de générer de l'argent entre guillemets sans rien faire, sans avoir le moindre apport, malheureusement, je dirais que dans 90% des cas, il faut apporter un apport et plus votre apport est important, plus vous effectivement vous prenez le risque, mais plus vous avez la possibilité de gagner de l'argent. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose que j'aurais dû faire. J'y suis allé doucement parce que j'avais peur et j'aurais pu me lancer beaucoup plus vite et de meilleure façon si j'avais investi un peu plus au départ. Et la troisième question, quel est l'outil ou la ressource, application, logiciel, média, livre dont tu ne peux pas te passer aujourd'hui? Alors, de manière générale, ça va être un peu bateau, mais c'est tout simplement Internet et, entre guillemets, tout ce qui est site d'information, les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, non pas pour poster ses photos de vacances, etc., mais les réseaux sociaux, tout simplement, parce que notamment sur Twitter, on retrouve énormément de personnes qui font du contenu de très très bonne qualité sur les crypto-monnaies. Et c'est une très bonne façon de suivre un petit peu ce qui se passe très facilement, très rapidement dans le monde. Donc, j'ai pas exactement un réseau social ou un site web qui regroupe toutes les informations, parce que d'ailleurs, ce serait tellement vaste que ce ne serait pas possible. Mais vraiment, si je pouvais, si je pouvais compiler, je dirais que Twitter pour avoir l'information en temps réel, les sites d'information sur la crypto-monnaie, donc que sont Cryptost, Journal du Coin, Coin Tribune, etc. Donc vraiment pour avoir les informations globales. Et alors également certains influenceurs, certains youtubeurs, etc. Notamment par exemple Cryptomatrix qui fait de l'analyse chaque jour du marché des crypto-monnaies. Il y en a plein. Il y a Maxime Prigent sur Twitter, etc. Donc vraiment plein de comptes de personnes qui analysent extrêmement bien le marché, qui sont très qualitatifs dans leurs analyses, dans leurs études et qui permettent justement d'avoir un complément au site web plus traditionnel entre guillemets qui parle de l'information des cryptos de manière générale. Donc voilà, c'était mes 3 réponses à tes questions et j'espère que ce sera suffisant pour la compilation du podcast. Je te souhaite un bon courage pour le montage et à la prochaine. Ciao ciao l'ami.
Alors Monsieur TK, il m'avait été recommandé par Valentin de Cryptos, je crois. Merci d'ailleurs Valentin, et je te passe le bonjour. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans le mining et le staking, donc des process qui te permettent de générer des revenus passifs sur la crypto. C'est quelqu'un qui est très didactique, qui a une façon d'expliquer les choses de façon claire, tu vas voir, et assez bluffante par rapport à la technicité d'un sujet comme la crypto. Et j'étais très content de pouvoir faire découvrir ces activités mining staking au travers de Kevin. En plus, c'est la connexion France-Belgique qui est très forte. On a fait un épisode aussi avec Steph sur le batch cooking, qui est aussi belge d'ailleurs. Je passe le bonjour aussi. Et c'est quelqu'un qui est vraiment dans le partage et qui a un compte Twitter sur lequel tu devrais t'abonner. D'ailleurs, il vient d'annoncer qu'il quittait son travail pour se concentrer exclusivement sur la crypto. Et donc, Kevin, je te souhaite tout le succès et la réussite que tu mérites sur cette nouvelle étape. Et nous, on continue à te suivre sur la route de la connaissance en matière de crypto-actifs. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et fait de toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast auprès de ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, mais merci encore beaucoup pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!